Vous le savez peut-être, mais régulièrement, je prends les livres que j'ai lus et j'essaye de voir un petit peu comment j'ai évolué, progressé dans mon application des concepts que j'ai pu tirer de la lecture de ces livres. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager mon retour de lecture, mon retour d'expérience, un peu ce que j'ai pensé du livre La route du succès d'Andrew Carnegie. Parce que si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis quelqu'un qui m'intéresse et qui étudie pas mal de personnes dans le but de pouvoir acquérir des concepts qui peuvent m'apporter beaucoup dans ma vie, dans le développement de ma carrière professionnelle, le développement de mes relations, mais également, comme on peut tous avoir envie, me développer personnellement, d'acquérir de nouveaux mots, une capacité à m'exprimer ou à présenter des idées que je ne savais pas forcément expliquer par le passé. Donc le livre La route du succès d'Andrew Carnegie, je suis tombé un peu par hasard dessus, après mon étude pendant de nombreuses années de Napoleon Hill. Tu as certainement dû voir des vidéos de Napoleon Hill que j'avais pu tourner. Et donc Andrew Carnegie était pour moi une personne essentielle, une pierre angulaire de tout le travail qu'on peut voir en développement personnel, parce que j'ai pu m'intéresser vraiment à des questions profondes de comment il a pu réussir à inspirer, influencer Napoleon Hill, comment il a eu un impact, comment lui-même a pu définir ce temps, cette énergie, cette volonté, cette disponibilité à pouvoir étudier ces concepts qui sont extrêmement intéressants pour tout un chacun progresser dans sa vie. Donc Andrew Carnegie, ce livre, c'est des articles que Andrew Carnegie avait écrits, puisqu'il prenait du temps pour écrire des journaux, écrire un peu des rubriques, hein, comme ça se fait encore à l'heure actuelle, et il partageait différentes rubriques sur des thèmes qu'il avait étudiés, des thèmes qu'il avait observés. Donc dans ce livre, La route du succès, tu as 11 parties qui sont en fait des traductions de ces articles-là. Et donc d'abord, la première partie, c'est la présentation de Dale Carnegie, de Andrew Carnegie, pardon, de sa manière dont il a évolué, progressé. Et puis après, on a ces traductions d'articles. Donc je vous fais le sommaire en fait de ces parties pour que vous ayez une vision de sur quoi écrivait Andrew Carnegie, sur quoi il réfléchissait, sur quoi il étudiait la réussite de ses affaires. La première, deuxième partie, c'est le chemin du succès dans les affaires. Donc pour cette partie-là, euh, Andrew Carnegie nous décrit toutes les étapes qui ont fait qu'il est devenu une personne qui a pris confiance dans les affaires, qui s'est découvert à travers des situations professionnelles, des situations personnelles, et qui finalement, dans ses affaires, a vu des liens et a trouvé des clés qui lui permettaient de pouvoir donner des perspectives à des personnes qui se trouvaient perdues dans les situations dans lesquelles elles étaient. La troisième partie, donc le deuxième article de presse qui a été traduit, c'est l'intérêt commun du travail et du capital. Donc là, il va vraiment définir la réflexion entre le travail et le placement d'un capital. Donc c'est extrêmement intéressant. On voit notamment comment il a décidé de acquérir, développer ses affaires professionnelles et puis de se retirer de ses affaires en effectuant des deals pour les vendre et pour pouvoir après se concentrer sur la philanthropie. C'était, j'allais dire, le dernier chapitre de sa vie dans lequel il a souhaité entreprendre. Ensuite, une autre partie, c'est le devoir d'épargner. Là aussi, on voit un petit peu une empreinte forte que Napoleon Hill a pu aussi étudier. C'est le fait qu'il a observé que le devoir d'épargner, l'importance du capital et de constituer des capitaux dans différentes structures, dans différentes réflexions. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir déjà sa vision. Ensuite, la cinquième partie, un article important, c'est comment faire fortune. Donc il va expliquer un petit peu lui comment il a fait fortune, lui comment il a vu des personnes autour de lui faire fortune. Et donc il partage des expériences qui pour moi sont très intéressantes parce qu'elles étaient déconnectées du numérique. Donc c'était vraiment des choses qu'on pouvait observer humainement, des choses qu'on racontait et des choses surtout qu'on réfléchissait, qu'on mûrement, on avait le temps pour réfléchir et on avait le temps de pouvoir partager des clés très très concrètes, très très pointues, très très aiguisées. Et donc le fruit de ces lectures-là, c'est souvent quelque chose d'extrêmement puissant. Ensuite, la sixième partie, c'est la richesse et ses usages. Donc on découvre vraiment lorsqu'on a développé des compétences personnelles, des compétences parfois professionnelles, on va sentir une certaine richesse en soi, une certaine capacité d'adaptation, une certaine polyvalence. Donc c'est une des richesses les plus fortes qu'Andrew Carnegie a pu mesurer, une capacité à accéder à des personnes de haut rang, d'avoir des conversations qui sont
euh, extrêmement intéressantes, extrêmement riches, sur des concepts. Et donc on accède finalement à une richesse d'esprit extrêmement intéressante. Et donc aussi on accède à une richesse de temps, c'est-à-dire qu'une capacité à être davantage libre, de choisir, parce que à partir du moment où on ne se soucie plus des revenus, de l'argent que l'on va tirer du fruit de son travail, comme c'était le cas d'Andrew Carnegie, on s'aperçoit qu'il y a une véritable richesse de choisir des projets, de choisir dans quoi on veut mettre son énergie, de choisir comment on veut faire ses journées, comment on veut remplir ses journées, comment on veut s'épanouir. Et ça vraiment, c'est une clé extrêmement intéressante de voir que, on le sait, quand on fait du développement personnel, le premier avantage, le premier argument qui est mis en avant pour le fait de faire du développement personnel, c'est de travailler pour devenir libre, indépendant. L'indépendance financière, ce sont des très grands concepts qui sont vendeurs, mais la vérité, c'est surtout le concept de liberté, de pouvoir choisir ce que l'on souhaite faire de ses richesses. Et donc, la tendance de Andrew Carnegie, c'est les usages qu'on fait de cette richesse-là. Et donc, comme je vous le disais, accéder à des personnes de niveau supérieur, ou en tout cas de niveau extrêmement riche, des savants, des entrepreneurs, des personnes dans d'autres domaines, d'avoir le temps de pouvoir les rencontrer, d'avoir le temps de pouvoir entreprendre des conversations avec elles, d'avoir le temps de pouvoir les aider à lancer des projets qui vont vous tenir à cœur. Je pense notamment à un projet qui m'avait beaucoup plu, c'était lorsque l'acteur français franco-italiano Lino Ventura avait en fait fait carrière dans le cinéma. Il s'était énormément investi dans le développement d'écoles pour les personnes en situation de handicap, de centres, et ça c'est quelque chose qui n'existait pas. Et donc quand on a des richesses, comme Lino Ventura a pu les obtenir au cours de sa vie, on peut développer des projets, on peut aider des personnes qui avaient des idées extraordinaires mais qui n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir les mettre en œuvre, les aider à accomplir cela. Et puis parfois, c'est pas uniquement donner des sommes d'argent, des capitaux pour que les personnes puissent progresser, mais c'est aussi s'investir dans un projet qu'on n'aurait jamais pu lancer personnellement si on n'avait pas de revenus, pas de richesse financière dans ce terme-là. Donc les usages de la richesse, c'est un chapitre extrêmement riche, extrêmement intéressant du livre. Autre chapitre intéressant, c'est le bugaboo des trusts. Donc là, il rentre vraiment dans une réflexion sur l'époque qu'il vivait, sur la manière dont les entreprises étaient achetées, la manière dont les entreprises se développaient, se diversifiaient également. Quelque chose qui était assez nouveau parce que on arrivait dans une époque, la fin du 19e siècle et le début, on va dire, du 20e siècle, on arrivait dans une époque où les gens commençaient à faire des métiers, réussissaient à scaler ce métier au niveau non pas de leur ville, mais parfois de leurs États, et parfois même, au moment des chemins de fer, de leur pays. Et donc, ce développement industriel était extrêmement riche et les personnes commençaient à se diversifier. Ils partaient de construire des lignes de chemin de fer à peut-être construire des buildings, des immeubles, etc. Et donc, il y avait une diversification qui se faisait. Et donc, c'est extrêmement riche de voir les stratégies des entrepreneurs de l'époque dans ce nouveau fleuron. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de banal de voir une entreprise qui a un groupe et puis qui vont acquérir différents actifs. Mais à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait différent. Ensuite, la huitième partie, c'est les relations commerciales anglo-américaines. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'Andrew Carnegie, il était de nationalité écossaise et qu'il avait émigré avec ses parents très jeunes aux États-Unis. Donc, il avait une perspective et un point de comparaison puisqu'il retournait très souvent en Écosse et qu'il pouvait naturellement comparer les différentes manière de vivre entre l'Angleterre et les États-Unis. Et il a pu voir aussi les relations commerciales quand il a voulu développer des relations de business avec les différentes entreprises anglaises et puis américaines. Et de voir aussi comment ces relations se sont construites, comment aussi le pouvoir de domination qu'avaient les Anglais encore avant la Première Guerre mondiale pouvait avoir aussi une influence sur la manière dont les Américains réfléchissaient, la manière dont ils essayaient de vendre. Il y avait plein de choses qui étaient extrêmement étonnantes et extrêmement intéressantes. Neuvième partie du livre, c'est le business. Donc sur les business, il nous partage un petit peu des clés sur l'entrepreneuriat de l'époque, la manière de faire les affaires. Et c'est, je pense, un chapitre qui est aussi très sympa à lire. Et puis après, la deuxième partie, c'est avant la 11e, c'est évidemment la fabrication de l'acier aux États-Unis. Donc toutes les perspectives que voyait Andrew Carnegie à son époque, l'évolution du marché, la manière dont les choses étaient construites, la manière dont les concurrents pouvaient exister ou ne pas exister vis-à-vis de tout ça.
Et donc c'est extrêmement intéressant également de voir comment dans un domaine particulier, il y avait une perspective au présent quand il avait écrit son article, une perspective à l'avenir et aussi une perspective du passé, et de voir comment les choses ont évolué en 150 ans, c'est riche. Et enfin, le dernier chapitre, le 11e, c'est les prix des nécessités de la vie en Angleterre et en Amérique. Et là aussi, il y avait une réelle réflexion sur un peu ce qu'avait fait Henry Ford dans le Fordisme, sur la manière qu'on peut avoir de chercher à vouloir réduire des prix pour démocratiser des utilités. Je pense notamment à Henry Ford sur les voitures à moteur, à essence, le fait de les promouvoir et de chercher à construire des choses qui vont être à bas prix, mais qui peuvent vraiment se scaler, donc se faire en très grande quantité facilement et le vendre à un bon prix. Ça peut être aussi une idée qu'on peut voir sur Apple. Après, on discutera du prix éventuellement dans les commentaires. Et puis également une démarche qu'on peut observer sur les produits Tesla, qui sont les véhicules que fournit cette entreprise, à savoir si avec le fait de passer le poids mort rapidement, d'avoir des charges variables qui sont maîtrisées, on puisse réussir à avoir des véhicules qui baissent en termes de prix à moyen et long terme, et donc rendre extrêmement accessible à beaucoup de personnes les voitures de cette marque-là. Voilà, donc dans ce partage de livres, j'avais vraiment envie de te partager ça. C'est partie des livres que, peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, que je laisse et que je garde sur mon bureau de lecture. Et c'est un bouquin vraiment qui est très riche, que je n'ai pas eu la chance de lire avec un surligneur. Donc j'ai surligné certains passages avec un crayon, mais honnêtement, je n'ai pas marqué les pages en plus. Donc c'est vraiment un livre que j'ai lu avec beaucoup de passion, beaucoup en réfléchissant sur le contenu, la profondeur du livre, et non pas sur la manière dont c'est phrasé, la manière dont c'est communiqué. Et donc ce livre amènera forcément une nouvelle lecture, amènera forcément d'autres contenus sur cette chaîne YouTube, et j'espère que ces autres contenus, ces autres partages que je vous ferai sur cette thématique-là, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire lesquels vous souhaiteriez, si vous n'avez pas le temps de lire ce livre, dans les commentaires, et bien de pouvoir partager à nouveau des choses qui peuvent booster toute une vie.